Donc on va parler de servoventilation. Donc c'est un mode de ventilation un peu particulier et qui va s'adresser en fait à un trouble du sommeil. Donc là vous avez la classification internationale qui est le SAS central, qui n'est pas en fait le trouble du sommeil le plus fréquent, associé ou non en fait à une respiration Cheyne-Stokes décrite au XIXe siècle. Et donc, pour commencer, en fait, un petit rappel de la conférence de consensus, en fait, et des recommandations qui ont été publiées en février, pour dire d'abord que le SAS central, c'est un IH d'origine centrale supérieur à 5 par heure, ou lorsque le nombre total d'événements centraux représente plus de 50% de l'IH total, et qui dit syndrome d'apnée du sommeil, dit symptômes. Et donc ça concerne une population très hétérogène, et quand on parle de symptomatologie du SAS central, c'est un peu compliqué parce que c'est une symptomatologie qui est très pauvre, avec des symptômes pour lesquels il y a beaucoup de facteurs confondants, l'asthénie, trouble du maintien du sommeil. Mais pour autant, c'est un élément fondamental de décision thérapeutique, et on sait qu'on propose un traitement au-delà de 15 par heure. Alors, il n'y a pas de consensus international pour définir la gravité en fait du SAS central. Donc, en fait, les experts en fait ont proposé d'utiliser la même classification que pour le SAS obstructif. Donc, une forme légère entre 5 et 15, modérée entre 15 et 30, et sévère au-delà de 30 par heure. Mais en fait, dans la prise en charge, ce qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut un bilan étiologique et donc déjà déterminer la cause. Et la cause la plus fréquente, c'est la cause cardiaque. Alors pourquoi s'intéresser et traiter le SAS central? Ça, c'est une publication allemande qui concerne une cohorte prospective de patients insuffisants cardiaques et qui montrait en fait que la présence d'un SAS sévère était associée à une mortalité plus importante, et que ce soit pour le SAS central et le SAS obstructif, et ça avait été démontré à travers un biomarqueur assez spécifique du risque cardiovasculaire qui est la charge hypoxique. Alors comment situer en fait la ventilation auto-asservie par rapport à la PPC? Autant la PPC, le principe est aussi simple que génial, il s'agit d'appliquer une attelle pneumatique pour réouvrir des voies aériennes supérieures. La ventilation auto-asservie, en fait, est un mode de ventilation qui est un peu plus complexe, à double niveau de pression. En fait, le principe, c'est que l'aide inspiratoire, au lieu d'être fixe dans la VNI barométrique, elle va être variable. Il y a donc actuellement 3 dispositifs en fait, de servoventilation qui sont proposés par les fabricants. Et donc vous avez toujours, en fait, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, vous avez toujours ici, en fait, l'EPAP qui permet, en fait, de garder ouvert les voies aériennes et qui traite les événements obstructifs. Et surtout, ce qui est important, en fait, c'est que l'aide inspiratoire va être variable et va varier, en fait, en miroir par rapport à la ventilation du patient. Le patient hyperventile, l'aide va diminuer. Et il y a cette variation de l'aide inspiratoire va permettre de corriger la ventilation, de la stabiliser, traiter les hypopnées centrales. Par contre, lorsque vous avez une apnée centrale, elle est détectée par la fréquence de sécurité qui va appliquer une aide maximale pour corriger cette apnée centrale. Donc c'est un mode de ventilation qui a été pensé pour corriger la respiration Cheyne-Stokes et qui est extrêmement efficace. Donc c'est un mode de ventilation qui a suscité l'enthousiasme jusqu'à ce qu'il y ait un énorme coup de tonnerre en 2015, qui était l'étude SERVE-HF, qui a terrorisé la communauté cardiologique, puisque en fait il s'agissait de savoir si la servoventilation améliorait le pronostic des patients insuffisants cardiaques souffrant d'un syndrome d'apnée du sommeil majoritairement central. Alors sur le critère primaire, c'était neutre, et là où ça a été un véritable coup de tonnerre, c'est qu'il y avait une surmortalité dans le bras servoventilé. En conséquence d'une potentielle indication, c'est devenu une contre-indication formelle qui a été étendue à l'ensemble des dispositifs, donc pas de servoventilation, chez des patients qui souffrent d'une insuffisance cardiaque avec une FEVG altérée, inférieure à 45%, et souffrant d'un SAS central, un SAS majoritairement central. Alors, à l'époque, ces patients-là représentaient 5000
Ils étaient à peu près 5000 sur les 33 000 patients qui étaient cerveau-ventilés. Et si on fait une photo, en fait, des pratiques dans différents centres et de la mise en place de la cerveau-ventilation, vous voyez, sur plus de 200 patients, 5 centres, vous voyez, les indications de cerveau-ventilation concernaient majoritairement des patients qui souffraient d'une pathologie cardiovasculaire, ensuite des problèmes neurologiques, et en particulier les AVC, et plus rarement, il y avait des causes rénales ou médicamenteuses. Du coup, dans la publication de cette conférence de consensus, il a été donc noté, donc ça c'est un grade assez important, qu'il était donc contre-indiqué d'utiliser la cerveau-ventilation chez les patients qui avaient une FEVG inférieure à 45%. Toutefois, en fait, les auteurs étaient prudents puisqu'il n'y avait pas encore la publication des études FACE, ADVANCE et RED-ASV qui étaient peut-être susceptibles de faire évoluer en fait ces recommandations. Alors l'étude ADVANCE, c'est une étude qui était très très attendue, pilotée par Douglas Bradley à Toronto, qui concernait donc la cerveau-ventilation avec des patients qui avaient une FEVG altérée, mais la particularité, c'est qu'ils avaient plus d'événements obstructifs que d'événements centraux. Donc un phénotype un petit peu différent et qui correspond peut-être un peu plus à la réalité du terrain. Et donc c'était une étude randomisée. Ils avaient fixé donc le recrutement de 800 patients et s'était fixé d'avoir 540 événements pour arriver à la significativité. Il se trouve que cette étude a été très compliquée à mettre en place. Ils ont mis plus de 10 ans en fait pour recruter les patients, et en particulier, ils ont été particulièrement pénalisés par la crise Covid et ensuite le recall qui concernait les machines Philips. Vous savez qu'il y a 350 000 machines en France qui ont été remplacées. Et donc finalement, cette étude a été publiée, et là aussi c'est une déception, puisque en fait sur un critère primaire de mortalité, en fait il n'y avait aucun bénéfice de la cerveau-ventilation. Et si on prend le phénotype des patients qui sont obstructifs, ben là non plus il n'y a pas de bénéfice. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même 27% de patients qui avaient un phénotype à prédominance centrale, donc qui s'apparentait, qui ressemblait à la population de Servachef, et là, il n'y avait pas de bénéfice, mais il n'y avait pas non plus de surmortalité. Donc il n'y avait pas en fait d'alerte de sécurité. Et donc en pratique, la seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait une amélioration de la qualité de sommeil des patients à 1 mois. Donc en pratique, la cerveau-ventilation était efficace, elle corrigeait tous les événements, mais malgré tout, elle n'apportait aucun bénéfice. Et donc, correction des événements en toute sécurité, certes, mais sans aucun bénéfice. Alors, il y avait en fait un registre qui était un peu le pendant de Servachef, un registre donc, français, donc, piloté par le professeur Pépin, qui est le registre FACE et qui s'intéressait donc à des patients qui souffraient de SAS centrale et qui avaient une FEVG donc altérée. Ben, ceux-là, en fait, on a arrêté les inclusions à la publication de Servachef, mais surtout on s'est intéressé à la population de l'insuffisance cardiaque qui avait une FEVG qui était préservée ou modérément réduite. Et en fait, les enseignements de ce registre, c'est que la cerveau-ventilation était associée à un meilleur pronostic quand vous aviez un SAS désaturant. Et donc c'est là que en fait, le biomarqueur qui est la chirurgie hypoxique va prendre toute son importance pour sélectionner les meilleurs candidats. Et l'autre enseignement, c'est que la cerveau-ventilation est associée à un pronostic défavorable chez les patients qui avaient une cardiopathie ischémique. Donc on va dire que le profil idéal, c'est le patient qui a une FEVG préservée, qui a un SAS désaturant et porteur d'une cardiopathie non ischémique. Alors ça, c'est la publication de Renaud Tamisier, en fait. Donc il a phénotypé un petit peu ces patients. Alors vous voyez, en haut à gauche, vous avez les patients Servachef, les patients chez qui il y avait donc une surmortalité. En dessous, vous avez les patients ADVANCE, qui sont ici, donc pour lesquels donc, on n'a pas démontré de bénéfice de la cerveau-ventilation. Et finalement, les patients qui avaient le plus mauvais pronostic, c'était le profil Servachef. Et ceux qui avaient le meilleur pronostic, c'est les patients qui avaient un SAS combiné à prédominance obstructive et avec FEVG préservé. Et donc, en fait, la conclusion, c'est de dire qu'il n'y avait aucun impact pronostic, en fait, chez les 3 premiers phénotypes ici,
Et à partir du moment que les patients sont adhérents au traitement, qui seront principalement obstructifs et avec une FEVG préservée, là, ils bénéficient de la cervoventilation. Donc ça nous permettra de mieux sélectionner les patients. Ça, c'est le poster du registre européen RED-ASV qui a montré en fait qu'il y avait une amélioration en fait de la qualité de sommeil de ces patients. Cette étude en fait a été publiée récemment, en fait c'était cette année. Et donc c'était plus de 800 patients qui étaient étudiés en fait dans différents centres européens. Et on voyait en fait quel était l'impact de la cervoventilation sur la qualité de vie, la qualité de sommeil. Et donc là, on a une amélioration des scores de somnolence. Et là, encore une fois, c'est très important chez des patients qui sont initialement symptomatiques. Voilà. Donc en fait, notre sélection sera surtout et avant tout basée chez les patients qui ont des symptômes. Et donc, en fait, l'étude qui a permis en fait d'obtenir l'avis favorable de l'HAS, c'est le registre Facile-VA qui a été piloté par la SFRMS sous l'égide des principales sociétés savantes de pneumologie et de cardiologie avec les principaux fabricants, et donc qui concerne plus de 500 patients. Et donc l'indication, c'était le SAS central dans la FEVG préservée, le SAS émergent persistant sous PPC fixe, le SAS combiné, le SAS central induit par les opiacés, post-AVC et le SAS central idiopathique qui représente 10 à 15% à peu près des patients. Et donc là, l'objectif était beaucoup plus humble. Il s'agissait de démontrer si la cervoventilation améliorait en fait la qualité de sommeil avec l'index de Pittsburgh. Et donc cette étude a été présentée avec les résultats plus ou moins définitifs par Renaud Tamusier lors du dernier congrès de la SFRMS. Donc c'est en cours de publication. Et en fait, donc ça concernait principalement, vous voyez, des patients qui avaient une pathologie cardiovasculaire et neurologique. Et donc le résultat, c'est qu'il y avait clairement une amélioration de la qualité de sommeil chez ces patients-là, sauf sur un phénotype particulier qui était les patients qui souffraient d'un SAS central d'origine médicamenteuse. Du coup, le dossier en fait a été déposé par 2 fabricants, donc Lovenstein et Resmed pour leur dispositif. Il y a un avis favorable de l'HAS pardon, pour donc le remboursement de ce dispositif. Donc les discussions sont en cours avec le CEPS. Elles sont terminées pour les fabricants, elles sont en cours avec les prestataires pour établir en fait un nouveau forfait qui sera peut-être un forfait 7, un forfait 8. Le forfait 6, c'est la VNI. Le forfait 9, c'est la PPC pour le SAS obstructif. Et peut-être un forfait qui tiendra compte et qui sera un peu plus en adéquation avec le prix en fait du dispositif. Voilà, et dans la fiche HAS, qui est très important, et on insiste sur le fait qu'il faut bien sélectionner les candidats, et en particulier donc faire une échographie cardiaque et également des gaz du sang. Pourquoi les gaz du sang? Parce qu'il ne faut pas passer à côté d'une forme hypercapnique, plus rare, mais qui justifierait plus une VNI qu'une cervoventilation. Alors, juste, en fait, pour vous dire comment évaluer la FEVG. Donc ça, c'est plus une diapositive de cardiologue. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise habituellement l'échographie cardiaque. Donc c'est un outil qui est facilement accessible, c'est facilement réalisable. Le problème, c'est que c'est opérateur dépendant et il peut y avoir une variabilité interobservateur de 15%, ce qui peut poser problème lorsqu'on a des FEVG qui sont un petit peu limites. Sinon, vous avez l'IRM cardiaque, qui est une méthode de référence. Donc là, on peut avoir un problème d'accessibilité. Et sinon, vous pouvez le faire par la FEVG isotopique en scintigraphie, donc le métier de la médecine nucléaire avec le technétium, mais là aussi, ça nécessite un traceur radioactif et peut-être un problème d'accessibilité. Une petite précision, en fait, qui ont fait tiquer les experts, c'est qui va pouvoir prescrire la cervoventilation. En fait, dans la fiche de la HAS, l'avis de transparence, il parle de tout médecin qui a validé un DPC de plus de 40 heures. Or, il se trouve quand même que la cervoventilation s'adresse à des patients qui peuvent être insuffisants cardiaques. Et donc, l'initiation en ambulatoire ne paraît pas raisonnable. Et chez les patients les plus fragiles, il faut envisager en fait une hospitalisation, soit en hôpital de jour, de semaine, et initier sous surveillance d'INAMAP la mise en place de la cervoventilation pour vérifier qu'il n'y a pas de chute
significative de la pression artérielle. Donc si on retient en fait les bénéfices de la servoventilation retenus en fait par les experts lors de la publication de conférence de consensus, alors il précise d'abord que le niveau de preuve reste quand même assez faible et que la servoventilation donc est très efficace et normalise l'IH, améliore la qualité de vie et les symptômes, certains paramètres de la fonction diastolique en échographie, la capacité d'exercice. Il parlait d'une diminution de la mortalité, mais en fait, il cite une étude qui concernait que 36 patients. Donc c'est quand même assez faible. Voilà. Quand vous mettez en place une servoventilation, en fait, et que vous voyez les patients, il est précisé qu'il faut systématiquement analyser la carte SD et les courbes de débit, et qu'il faut vérifier l'efficacité du dispositif par la réalisation d'une poly ou d'une polysonographie. Il faut au moins revoir le patient de façon annuelle et faire régulièrement des échographies cardiaques, notamment en cas d'événement intercurrent, pour vérifier qu'entre-temps, la fonction VG ne s'est pas dégradée. Donc en fait, l'arbre décisionnel final qui a été proposé par les experts, c'est que la servoventilation s'adresse à des patients qui ont un sas central symptomatique avec un IH au-delà de 15 par heure, qui persiste malgré la prise en charge de l'étiologie qui est associée. Il faut au préalable réaliser un gaz du sang pour ne pas méconnaître une forme hypercapnique qui pourrait justifier la VNU. Il faut impérativement faire l'échographie cardiaque pour vérifier que la FEVG est préservée. Et les experts se positionnent pour la servoventilation en première intention, contrairement aux recommandations européennes. Alors, si vous voulez avoir le détail... Oui, ça va? Bon, c'est facile, non? Donc voilà, ça c'est le schéma de la prise en charge des troubles respiratoires du sommeil chez l'insuffisance cardiaque. Je vous laisserai regarder ça. C'est juste en fait une proposition de 3 experts européens, mais pour montrer en fait quand même que c'est assez complexe. Alors pour terminer, les points clés à retenir pour la servoventilation, ça s'adresse à des patients qui sont symptomatiques avec un NH à 15 par heure après traitement de la cause. Il faut donc faire une sélection rigoureuse des patients qui passent par une gazométrie et une échocardiographie. Ce dispositif est contre-indiqué et sans intérêt en cas de sas central avec FEVG inférieur à 45%. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir une évolution des recommandations à la publication, suite à la publication des dernières études. La servoventilation présente un intérêt dans le sens cardiaque à FEVG préservé, mais encore une fois, avec une mise en place plutôt par une équipe entraînée et dans le cas d'une hospitalisation. Ça reste une solution thérapeutique efficace et qui a été validée par des registres. Donc, l'objectif, c'est avant tout d'améliorer la qualité de vie et la qualité de sommeil de nos patients. Il n'y a pas d'impact démontré formellement sur la morbimortalité. Il y a un forfait de remboursement dédié en nom de marque qui va probablement apparaître en 2025. Les discussions sont en cours. Et les modalités de prescription restent à définir. On peut juste peut-être vous demander qui se sent capable ici de prescrire une servoventilation? Ah, Darius. Vous savez que Darius, c'est le plus cardiologue des ORL. Hein. Ouais. Voilà, donc je vous remercie. Et puis peut-être que notre ami Darius pourra commenter cette phrase latine. Si dormis, mortus es. Effectivement, c'est notre slogan. Somnoforum, si tu dors, t'es mort. Merci beaucoup.